nous allons dédier notre attention à ces chemins sur le romantisme, que justement se caractérise par proposer une nouvelle vision du monde. La première caractéristique du mouvement, c'est qu'il est venu d'ailleurs. C'est un mouvement qui naît en Angleterre et en Allemagne et qui arrive assez tardivement en France. Mais pourtant, c'est un mouvement qui va se consolider et avoir un énorme succès dans la terre de Molière. C'est un mouvement qui va privilégier la révolte. C'est un mouvement de révolution. Il y a la révolte contre les règles établies par le classicisme d'abord. N'oubliez pas que le XVIIe siècle se caractérise par la rigidité dans la forme. Vous vous souvenez quand vous avez lu Phèdre, quand vous avez lu Molière, Boileau, toutes les règles pour la versification qui sont très rigides. Et puis, n'oubliez pas non plus que le XVIIe siècle, c'est le siècle du théâtre. Les grandes pièces de théâtre ont vu le jour pendant le classicisme. C'était des auteurs qui voulaient travailler sur des thèmes mythologiques et qui voulaient traiter des sujets qui allaient au-delà de l'époque. Donc, les romantiques vont réagir contre cela. Première chose, ils vont réagir contre la rigidité des formes, c'est-à-dire que les règles pour l'écriture des pièces de théâtre vont être contestées et vont être changées. De même que les règles pour la versification, aussi bien dans la poésie que dans le théâtre. Ensuite, l'autre type de révolte, c'est aussi au niveau de société, comme vous l'aurez sans doute entendu dans l'interview qu'on a vue dans la première activité du guide de travail. Il y a toute une crise, toute une révolution en ce qui concerne les idées qui soutiennent et qui vont donner des raisons pour les luttes sociales. Donc, on a parlé la semaine dernière du fait que les Lumières promouvaient une certaine idée de liberté et de société. Mais les romantiques vont discuter, ils ne seront pas toujours d'accord avec la philosophie proposée par les philosophes de l'illustration. Ensuite, lié aussi à l'interview que vous avez entendue, le romantisme se caractérise par l'importance qu'il va prendre l'individu en tant que tel, la personne individuelle, opposée à un collectif qui est caractérisé par l'impersonnalité. Quand vous parlez de l'homme en tant que collectif, on parle d'une masse, d'une seule collectivité qui n'a pas d'identité. Et les romantiques vont réagir contre cela et ils vont privilégier l'idée que la personne est unique, que chaque individu crée sa propre identité et qu'il se distingue des autres, même s'il appartient à une collectivité. Finalement, le romantisme, c'est un mouvement qui se veut universel, c'est-à-dire que avant la Révolution française, pendant l'Ancien Régime, certains courants littéraires sont clairement voués pour certaines couches sociales, surtout les bourgeois, la noblesse. Et les écrivains et les créateurs s'occupent des sujets seulement pour de certaines couches. Cela va changer à partir des romantiques. Non seulement il n'y a pas de sujets qui ne les intéressent pas,
sinon ils inspirent de tous les sujets possibles quotidiens ou encore qui avaient été négligés avant. Donc, c'est un mouvement qui cherche l'universel, même si l'universel n'est pas beau. Voilà. Étant un courant littéraire important, révolutionnaire et qui a duré au moins 50 ans, on peut dégager une structure pour le romantisme. Donc, nous allons voir ici qu'on peut dégager trois aspects auxquels il faudrait faire attention. Les principes du mouvement, du courant, les thèmes qu'il va traiter et le style et procédé qu'il va utiliser. Pour les principes, les romantiques croient absolument à la liberté des créations et à l'expression du moi. Il y a un refus du classicisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il y a en même temps l'idée qu'on peut mélanger les genres dans le théâtre et qu'il ne faut plus respecter les vers alexandrins dans la poésie. Ensuite, pour ce qui concerne l'expression du moi, il y a déjà un goût pour le passé envers les faits qui se situent dans le passé et il y a une énorme présence des passages littéraires qui parlent de la contemplation de la nature. Pour les thèmes, d'abord, la solitude du moi. Le moi revient à une place très importante. Et alors, la mélancolie, l'inquiétude, la nostalgie du passé occupent un lieu de privilège. Pour le dialogue avec la nature, attention, on parle de ténèbres, de mystères, de la nature comme un lieu sacré, des ruines, des passages du temps. Vous allez voir et vous allez remarquer dans la lecture de Nodier que la présence de la nature est très importante, mais ce n'est pas la nature brillante du printemps, de l'été. C'est une nature qui va avoir des ténèbres, qui va représenter le mystère. Il y a le ciel couvert, il y a les nuages, il y a déjà le froid, les vents qui soufflent. Ce sont des traits très liés au romantisme. Le style et les procédés vont ramener à l'idée d'un écrivain prophète, visionnaire. Les écrivains romantiques se savent porteurs d'une nouvelle manière de voir le monde. Donc, ils écrivent comme s'ils prophétisaient. On peut trouver de nombreuses hyperboles, beaucoup d'exagérations, surtout dans ce qui est l'expression de la nature et aussi dans l'expression des sentiments. Il y a aussi une énorme quantité de descriptions. On rentre dans beaucoup de détails et on nous donne à nous, lecteurs, beaucoup de détails sur les personnes, sur les sentiments, sur les endroits. Et il y a une énonciation subjective, c'est-à-dire que ce qui porte l'attention, c'est le moi. Ça revient toujours à l'idée du moi. L'énonciation subjective s'oppose à l'énonciation objective. On ne veut pas, le souci, ce n'est pas d'être objectif, fidèle à la réalité. Ce n'est pas l'intérêt des romantiques, parce qu'ils sont penchés sur le moi, sur l'individu et sur la perception individuelle du monde. Donc, ils vont privilégier un ton intimiste. Pensez déjà au récit de Nodier. Et ils privilégient aussi une espèce d'opposition entre clair et obscur. Mais clair, ça ne veut pas dire resplendissant.
juste opposé à obscur. Parce que l'obscurité joue aussi un rôle important parce qu'elle est liée à l'état d'âme. Et l'état d'âme lié à la mélancolie, on va établir la relation entre l'obscurité, la mélancolie et l'intimité du poète.